Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'émission de Weekly Market Fundamental Analysis. Ici François Ablé donc pour passer en revue avec vous les nouvelles du marché du point de vue économique, fondamental, macroéconomique, géopolitique également. Donc chaque mardi maintenant on a pour coutume de se retrouver pour parler, hein, pour discuter et je partage en fait mon point de vue fondamental sur les actifs majeurs que vous suivez attentivement. Alors, je vous salue tous et je suis très content de vous retrouver. Je crois que nous avons maintenant pour devoir, à travers ces émissions-là, de permettre aux traders particuliers de connaître en fait l'information, de savoir l'interpréter et de pouvoir en bénéficier. Alors, si c'est pour la première fois que vous me découvrez, je suis François Ablé, je suis trader actif et responsable de la structure éducative et informative qui est le GSTA, qui est le Global Street Trading Academy, que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, donc la page officielle de Facebook. Et également, on a une chaîne YouTube que vous pouvez également aussi consulter et vous abonner également pour recevoir des notifications lorsqu'on met du contenu et des nouvelles émissions, voilà, qui sont destinées en fait à aider et à permettre à la communauté de traders francophones et également canadiens, donc la plus grande communauté, de pouvoir bénéficier de tout ce contenu-là qui est justement là pour vous aider à devenir rentable sur les marchés financiers. Voilà. Alors tout de suite, l'avertissement lié au risque pour que nous puissions bien sûr progresser. Euh, je vais communiquer dans les jours à venir concernant, bien sûr, le nouveau site que je vous avais parlé concernant le GSTA parce qu'il y a eu beaucoup de restructuration. Il y aura de nouvelles rubriques, comme je l'ai mentionné avant, et je vais bien sûr le partager avec vous dans les courants à venir, le temps que je finisse de mettre tout en place. Ces derniers temps, je suis un peu très occupé, très bousculé parce que j'ai d'autres activités à part le trading, d'autres engagements. Donc, je vais bien sûr m'arranger pour vous mettre ça dans une émission pour vous montrer un peu quelles sont les nouvelles perspectives que vous aurez désormais avec le GSTA. Voilà, donc je suppose que vous avez pris connaissance de l'avertissement lié au risque. Alors, Weekly Market Fundamental Analysis numéro 18, d'accord? Numéro 5 de celui-là, parce qu'il a été scindé en deux. C'est une émission qui découle du Weekly Market Analysis, d'accord, qu'on avait l'habitude de faire lundi. Et cette semaine, en fait, au niveau de l'actualité macroéconomique et l'actualité fondamentale, et aussi géopolitique, elle est plutôt centrée sur la Chine et les États-Unis, au-delà de toutes les nouvelles que vous voyez à l'écran. Parmi celles-là, on peut, bien sûr, il y a certaines nouvelles que vous retrouvez, parce que actuellement en Europe, comme je l'ai dit, je l'ai mentionné la dernière fois, le mardi passé, le sentiment des investisseurs de la zone euro est en plein doute. Donc, il demeure toujours à cause des négociations internationales qui sont des mi-teintes avec, bien sûr, l'accord entre le Canada et l'Europe, qu'on appelle le CETA, et les guerres commerciales ou les tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis. Donc, ça, en fait, c'est pour ça. Ça relève un peu on sent qu'il souffle un vent de protectionnisme sur dans les différentes négociations hein, entre les pays, dans les échanges nord-sud, parce que chacun pays chaque pays a tendance à vouloir se protéger du point de vue de son espace économique, d'imposer des restrictions. La Chine qui tente de sanctionner les Américains sur le porc, sur le soya, des choses comme ça. Et puis les États-Unis également qui avaient tenté auparavant de sanctionner la Chine sur sa production industrielle qui concernait l'aluminium, voilà, le, l'aluminium, il y avait, je crois, l'aluminium et puis le fer, quelque chose comme ça. Donc, c'était en fait dans ce climat-là que les investisseurs, justement en Europe, s'inquiétaient un peu de la tenue en fait, de la progression des différents indices majeurs. Et ajouté à cela, vous avez également les perspectives économiques et inflationnistes en Europe qui ne suivent pas
qui ne vont pas dans la même direction. Parce que vous savez qu'en économie, de manière théorique, quand on a bien sûr la croissance, on doit avoir l'inflation. D'accord? C'est une relation, c'est ce qu'on appelle la relation PIB taux d'intérêt, qu'on appelle la loi, la loi d'Hawken, Arthur Hawken, qui est un économiste américain, qui a bien sûr illustré cette théorie dans les années 60, je crois, 50-60. Donc, de ce fait, actuellement, nous n'avons pas, bien sûr, nous ne voyons pas, cette relation n'est pas vérifiée dans l'espace européen parce que la croissance, les chiffres de la croissance sont sortis cette semaine. Il n'y a pas eu de surprise. Le PIB en Europe était attendu, je crois, aux alentours de 2,3, 2,4. Il en est sorti de même. Et puis l'inflation sous-jacente et l'inflation régulière n'a pas été aussi, on va dire, elle est attendue aux alentours des 0,4, 0,5, d'accord? Donc, le rythme, d'abord le rythme, et également les chiffres de l'inflation et de la croissance en zone euro ne semblent pas suivre, disons, dans l'ensemble, de manière générale, le discours qui avait été mis sur la table par le président Mario Draghi. Parce que vous savez que très souvent, quand Mario Draghi on le retrouve à travers les conférences, il a tendance à vanter l'espace économique européen et dont il justifie justement cette progression par l'établissement de sa politique du QE qui commence à devenir fatigant et redondant d'après les Allemands et qui veulent en découdre, d'accord? Donc, il a toujours tendance à vouloir parler de croissance durable, de stabilité de la zone euro. Donc, quand on l'écoute, on a comme l'impression que du point de vue économique, ça se passe bien en Europe. Eh bien, ce n'est pas le cas, parce que quand on regarde les indicateurs macroéconomiques, on s'aperçoit que on est plutôt dans un ralentissement. D'autant plus que la plupart des investisseurs, justement les investisseurs sur le marché, des gros investisseurs, des hedge fund managers, comme par exemple Ray Dalio du Bridge Associate Fund, ont déjà commencé d'ailleurs, bon, ils ont fait des déclarations en disant ils ont commencé déjà à shorter les indices européens, d'accord? Donc, ils anticipent en fait comment je peux dire ça, un rétractement, d'accord? Une correction majeure à venir sur l'Europe parce que les indicateurs macroéconomiques et la situation de la zone euro montrent très bien que les indices européens semblent tergiverser dans leur progression. Voilà. Excepté par exemple la Grande-Bretagne, le FTSE, qui est porté par disons, on a eu du côté de la Grande-Bretagne le fait que les membres votants de la BOE n'ont pas relevé les taux, ils ont laissé les taux inchangés. Donc, ils adhèrent à cette politique actuellement qu'ils ont. Bien sûr, le dossier du Brexit est mis sur la glace pour l'instant et ils sont plutôt portés par des excellents chiffres de leur PIB, d'accord? Le chiffre pas le PIB, mais le chiffre du chômage, d'accord? Parce que le chiffre de création d'emplois actuellement, c'est-à-dire l'emploi conjoncturel et même structurel en Allemagne, pas en Allemagne, en Grande-Bretagne, pardon, il est au meilleur niveau depuis 40 ans, d'accord? Donc, depuis 40 ans, la Grande-Bretagne n'a jamais été aussi performante sur l'emploi. Ils sont au plein emploi. Donc, ce sont ces chiffres-là, en fait, qui font progresser davantage le FTSE. Mais j'avais publié une analyse récemment, si vous vous rappelez, sur ma chaîne, sur ma page Facebook, où on voit bien sûr les niveaux de progression des différents indices, où on avait vu que certains indices, leur pic, c'est-à-dire leur top, représentait le creux de d'autres indices, d'accord? Et que la plupart des indices européens, excepté bien sûr l'indice britannique qui est le FTSE, semblaient arriver sur leur niveau, leur point haut, avant de pouvoir songer maintenant à envisager une correction à venir. Donc, on avait le DAX. Le DAX était parmi l'exception, il me semble. On avait le CAC 40, l'Eurostock, qui était bien sûr qui était proche, bien sûr, de leur top. Le DAX était encore en progression. Certainement, on va peut-être atteindre le 13 500, qui représente le plus haut, je pense, le plus haut trimestriellement atteint au niveau du DAX. Le CAC 40, on est presque à la fin, d'accord? On se trouve autour des 5 600 et quelques.
et puis l'Eurostock aussi, d'accord? Donc, c'était pour en fait illustrer qu'en Europe actuellement, le sentiment est plutôt, je vais dire, neutre, voire bearish, hein. Les indices européens semblent tergiverser un peu. Donc, on attend, on est patient. On attend bien sûr que, et après ce dernier rallye qu'on a, qui est en fait poussé par, euh, par les indices américains, qui sont eux portés par deux choses, par euh, les déclarations des différents banquiers centraux de la Fed, notamment Laura Mester, d'accord, qui a été qui est une dame, qui est la responsable de la Fed de Cleveland, qui est une dame qui a toujours milité pour une politique monétaire restrictive, a émis justement une déclaration et elle va bientôt se prononcer également sur la tenue de la politique monétaire de la Fed, je crois, dans un congrès à Paris. Et cette dame-là a montré également qu'elle elle est vraiment, elle s'est montrée optimiste pour, bien sûr, la politique monétaire de M. Jerome Powell, pour le relèvement de plus de 3 taux d'intérêt, notamment 4, d'accord? Au-delà de ça, on a aussi l'apaisement, hein, l'apaisement au niveau géopolitique entre la Chine et les États-Unis, d'accord, au niveau commercial, puisque on a eu, bien sûr, récemment, on va avoir la rencontre entre le président Trump et son homologue, le leader de la Corée du Nord, Kim Jong-un, qui va se tenir, je crois, le 13 ou 14 juin. Donc, la date a été fixée. Donc, ça fait progresser les indices. Ça souffle un vent d'optimisme et d'appétit pour le risque. Mais au-delà de ça, on a aussi euh, Donald Trump qui a calmé le jeu avec l'affaire ZTE Télécommunications. Alors, ZTE, pour ceux qui ne connaissent pas ZTE c'est un géant de la télécommunication pardon, chinoise qui exerce justement dans le domaine des microprocesseurs, tout ce qui est composantes électroniques, notamment les routeurs, les microprocesseurs, les smartphones et tout ça. Ils ont leurs fournisseurs qui sont les Américains, notamment Qualcomm, je crois, Intel, Inside et puis Micron. Et en fait, ce géant chinois n'a pas respecté justement les sanctions et l'embargo qu'il y avait sur l'Iran et la Corée du Nord. Elle a continué à leur fournir des composantes électroniques qui proviennent justement des Américains qui, eux, avaient mis un embargo sur l'Iran et la Corée du Nord. Donc, le président américain et l'administration américaine de Donald Trump s'est fâchée, bien sûr. Elle a imposé des sanctions qui ont coûté à peu près 2 milliards de dollars à ZTE et a même menacé plusieurs emplois. D'accord? Donc, on était dans ce contexte-là en ce moment. C'est récent, hein, ça date des 10 derniers jours. Et puis, on a eu hier, récemment ou avant-hier, le président américain qui s'est exprimé qui a calmé le jeu en disant que ils vont revoir cette décision qui est très impactante pour l'économie chinoise et également qui est impactante pour des milliers de Chinois, donc au niveau de l'emploi, parce que c'est un géant de télécommunications qui embauche beaucoup de Chinois et ces emplois-là sont menacés. Donc, le président américain a réduit son ton, il a changé drastiquement son ton qui était très dur avant. Donc ça a permis aux indices, en fait, aux indices asiatiques, le Hang Seng 50, l'indice de Hong Kong notamment, tous les indices, quelques indices américains, le Nasdaq, puisqu'on est dans le domaine de la télécommunication, de progresser. Et ça a entraîné un petit peu certains indices européens, puisque vous savez que les indices américains sont des leaders, d'accord? Donc, c'est dans ce contexte-là que c'est la seule nouvelle majeure qu'il y a actuellement. Donc, du point de vue comme j'ai dit tout à l'heure, en Europe, nous sommes certainement neutres à bearish. Et du point de vue des indices américains, du marché américain, je peux dire que nous sommes bullish actuellement à très court terme à neutre, d'accord? Parce que les indices américains aussi sont proches d'atteindre leur top, le niveau de progression. On a vu également sur le graphe que j'ai posté, le S&P, le VIX est en train de faire son plus bas, d'accord? Puisque le VIX est corrélé inversement avec le S&P, l'indice de la peur, l'indicateur psychologique du marché. Et quand on va toucher bien sûr le creux au niveau du VIX, on va peut-être revoir on va voir peut-être que le VIX va se remettre à monter. Et si le VIX se remet à monter,
Cela veut dire également que les indices américains vont commencer maintenant à corriger. Tout le monde s'attend à cette vague 4, la correction de 40%, en tout cas la plupart des investisseurs américains. Donc, si vous êtes dans une optique d'acheter les indices américains, faites gaffe, d'accord? Achetez-les d'un point de vue scalping, peut-être, intraday. Mais même intraday, je vous demanderai de faire vraiment attention parce qu'on n'est pas loin. Moi, personnellement, mes anticipations sur, ou je ne peux pas dire mes anticipations, mais disons mes, euh, mon scénario à venir sur le Dow et également sur le Nasdaq et également sur le S&P, c'est qu'on est par exemple au moins encore 1 à 2 semaines de rallye, comme on dit, de progression haussière. Et quand on va arriver par exemple sur des niveaux de 25 200, comme par exemple le Dow, et qu'on échoue à plusieurs fois, là, maintenant, on peut envisager, bien sûr, des retournements majeurs à venir. Je vous avais montré dans l'émission d'hier, qui était bien sûr en anglais, pour la communauté anglophone de traders canadiens qui nous suivent, j'avais montré un graphe du dos où on voyait un gros nuage, avec l'indicateur Ishimoku, on voyait un gros nuage rouge qui montrait que, en fait, plus tard, l'évolution du Dow Jones et l'espace que l'indicateur Ishimoku montrait, ça coïncidait étrangement avec la résistance que j'avais tracée depuis de nombreuses semaines lors des émissions. Donc ça, c'est pas un hasard. Tout ça, c'est pour montrer que faites attention si vous transigez les indices, ne soyez pas hyper acheteur. Soyez vraiment très court-termiste. Vraiment, regardez vos graphes parce que on peut avoir des retournements majeurs brusques. Et vous savez, le président américain est quelqu'un qui est qualifié d'imprévisible. Il peut changer son point de vue d'un point à l'autre et tout peut basculer du jour au lendemain. Donc, voici un peu le contexte actuellement dans lequel nous sommes. Donc, en Europe, nous sommes, comme j'ai dit, neutre à bearish, d'accord? Et puis, au niveau des Américains, nous sommes à très court terme bullish, voire neutre, d'accord? Parce qu'un marché où le sentiment d'un marché ne passe pas de haussier à baissier. Il peut être haussier à neutre, donc il stabilise. Donc, un marché, quand il monte fortement, il se stabilise et après, il rebaisse. Donc, c'est la même évolution du point de vue fondamental parce que tous les acteurs du marché n'ont pas encore absorbé correctement la nouvelle. Certains vont chercher, bien sûr, à avoir des failles et puis ceux qui sont dans les failles du système, ceux qui connaissent le marché mieux que nous, vont bien sûr commencer à anticiper. Mais eux, ils ont des informations que vous et moi, nous n'avons pas. D'accord? Déjà que ces informations que je vous mets à votre disposition, c'est le fruit de plusieurs recherches et de plusieurs vérifications avant de pouvoir venir vous les donner. Donc, faites attention. Toutes ces nouvelles que je vous mets, la plupart des professionnels ou des investisseurs le savent, d'accord? Mais certaines ne sont pas encore pricées dans le marché, comme je vous l'ai dit. Ça n'a pas été encore absorbé. Quand tout sera absorbé, on va voir bien sûr des signaux clairs qui vont se dégager. Voilà. On va passer bien sûr maintenant à la récapitulative des actifs majeurs. Donc, au niveau du Forex, parce que vous êtes nombreux à trader le Forex, actuellement sur le Forex, les paires qui sont recherchées compte tenu de l'actualité, il y a le dollar, bien sûr, le dollar index. La valeur du dollar progresse un petit peu dans un contexte en fait très particulier de tension commerciale et en même temps de calme, on va dire, géopolitique, d'accord? Donc c'est très particulier, ça varie du jour au lendemain. On a aussi le dollar canadien qui est, même s'il n'a pas eu un bon NFP, bon chiffre d'emploi, mais il reste quand même solide après les retail sales et des choses comme ça, les chiffres de vente au détail également. Et puis, on a son IPC aussi qui va apparaître bientôt et son PIB, pardonnez-moi. Donc, qui sont plutôt des chiffres qui sont, on va dire, attendus plus ou moins dans la norme, correct. Au niveau des indices, j'avais mentionné, c'est là-dessus que je vais finir, j'avais mentionné que les indices, en fait, sont dans une phase, en fait, dans un momentum, d'accord? Un momentum haussier. On n'est pas haussier, quand on parle de momentum, c'est seulement des petits mouvements à court terme de flux et ça peut être entraîné souvent par, bien sûr, le pétrole, parce que la plupart des indices,
Dans la plupart des indices, notamment le S&P, il y a beaucoup de compagnies pétrolières et minières, d'accord? Et vous savez que le pétrole est actuellement sur des hauts niveaux, des niveaux historiques. Il progresse à cause des tensions géopolitiques qui le soutiennent dans la hausse et aussi dans l'offre mondiale aussi. L'offre mondiale aussi le stabilise à ses plus hauts là. Donc ça a entraîné ce que j'appelais donc la poussée inflationniste, ça a entraîné également la poussée de certaines entreprises qui sont pondérées, qui ont une forte pondération dans les indices américains, d'accord? Et à court terme et à moyen terme, quand on voit bien sûr les écarts de production et les écarts le rythme de progression de ces entreprises-là qui sont cotées dans le S&P, qui ont une grosse calibration, ça peut influencer certains gérants de fonds à ajuster la taille de leur portefeuille. Ça, c'est de un. Donc, ça aura un transfert de flux. Et puis de deux, les patrons ou les responsables de la Fed, s'ils voient que, bien sûr, euh, le S&P ou bien les différents indices, les différents agrégats économiques sont dynamiques, sont dans une croissance, dans une progression, ils doivent bien sûr ajuster cette progression par rapport à leur politique monétaire. Donc, ça peut amener à une politique monétaire restrictive, c'est-à-dire diminution de la quantité monétaire, augmentation de la monnaie. Sauf que, augmentation des taux d'intérêt. Sauf que quand on fait ça, d'accord, c'est pour essayer d'éviter les surchauffes. Et actuellement, comme je vous avais répété assez souvent dans les émissions, les États-Unis, ils ne peuvent pas non seulement se permettre d'injecter de la liquidité dans l'économie et en même temps augmenter les taux d'intérêt. Parce que le niveau de la dette américaine, donc l'écart entre la dette, disons l'emprunt ou la dette, le niveau de la dette générale, ce qu'on appelait le trésor, les bons du trésor de 2 ans, 10 ans, 5 ans, l'écart commence à grossir, d'accord? Le niveau de la dette commence à grossir et leur rythme de progression va plus vite que la demande et la consommation aux États-Unis, d'accord? Et ça, c'est des signes en général de récession, d'accord? Quand le niveau de la dette progresse moins vite ou moins que la croissance générale, la croissance ou disons le principal facteur de croissance aux États-Unis, c'est la consommation. La consommation n'évolue pas au même rythme que le niveau de la dette. Ce sont des signes de la récession, d'accord? Et j'avais posté un graphe où j'avais vous montré que le niveau des rendements de taux obligataires, qui lui est fortement dépendant des taux d'intérêt, qui n'ont pas été encore montés, mais qui sont en train de, on spécule sur le fait qu'on va peut-être augmenter 3 fois les taux d'intérêt ou 4 fois. Cet indicateur-là, de taux de rendement obligataire, il est à son plus haut, d'accord? Et en général, quand il est à son plus haut, si la croissance également ne suit pas, ça veut dire qu'il faut s'attendre à une récession à venir. Sauf que le président américain, il compte beaucoup sur ce programme de fiscalisation, hein, ce programme de fiscalisation dont il avait fait bien sûr l'éloge durant dans les différents trimestres ou semestres passés, qui avait donc permis aux indices de pouvoir progresser, d'accord, dans son plan de taxes et de fiscalisation. Et ça, si les investisseurs ne voient pas en ça un élément booster ou décanteur qui peut amener la confiance au niveau des consommateurs à pouvoir consommer davantage et à dépenser pour restimuler hein, l'état de l'économie, on va avoir bien sûr ces investisseurs vont retirer leur argent du marché. Donc c'est ça qui va faire tomber et les bons du trésor, ça va faire tomber et le dollar, la valeur du dollar, ça va faire tomber également tous les actifs à risque, d'accord? Et ça sera un transfert de flux, comme je répète assez souvent, ils vont le placer dans les actifs qui sont plus ou moins considérés comme des actifs sécuritaires, qui peuvent leur garantir au moins un certain minimum d'intérêt, notamment comment on appelle ça, bon, on peut avoir la valeur du franc suisse actuellement qui est délaissé, donc le franc suisse. On peut avoir également l'or qui va se mettre à progresser et d'autres actifs également qui sont considérés comme les safe assets, donc les actifs non risqués. Donc, c'est ce scénario-là actuellement qui semble se dessiner dans le marché financier, puisque la relation entre les bons du trésor et les indices
américains est souvent, la corrélation est positive. C'est-à-dire que quand les bons du Trésor montent, les indices doivent aussi progresser ensemble. C'est ça qui démontre en fait qu'une économie est en bonne santé. Sauf que actuellement, on est vraiment dans des écarts de production, hein, dans des écarts de production, disons, plus ou moins en demi-teinte. Donc, si les investisseurs s'aperçoivent que cet écart de production ne suit pas, n'est pas dans la même proportion que l'écart qui s'agrandit entre les différents taux d'intérêt, les différents, par exemple, niveaux de dette de 2 ans, 10 ans et 5 ans sont pas les mêmes proportions, alors là, ça peut être un signe annonciateur d'une possible récession aux États-Unis. D'accord? Donc, je vous laisse là-dessus. Suivez ça attentivement. C'était pour attirer votre attention. Si vous avez aimé, bien sûr, cette vidéo ou bien cette présentation, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner, bien sûr, à ma chaîne, à la chaîne GSTA, qui est Global Structured Academy, sur YouTube et également sur la page Facebook. Et n'hésitez pas également à laisser, je vous en prie, un commentaire dans la section reviews, donc, ou avis sur Facebook, et également à pouvoir donner votre point de vue, votre ressenti. Voilà. Alors, c'était François Ablé, donc du GSTA Canada. Il est présentement 6h25 en Ontario. Merci encore. Au revoir.